J'ai tué mon beau-frère d'un coup de couteau dans le noir de la cuisine, pendant que les enfants dormaient à l'étage au-dessus, leurs respirations innocentes comme un cœur funèbre. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une équation froide. Il avait volé 10 ans de ma vie, et je lui ai rendu l'appareil en une seconde. Ma sœur, cette vipère au sourire empoisonné, a pleuré sur son cadavre, mais ses larmes étaient pour elle seule, car elle savait, depuis le début, que c'était elle qui avait forgé cette lame. Paris, cette ville de lumière qui cache les abysses, m'a vu naître et me briser. J'étais Claire, la petite sœur célibataire, celle qu'on appelle quand les soirées s'allongent et que les verres teintent trop fort. Tu es seule, ma chérie, tu as du temps, me disait-on, comme si mon ventre vide était une invitation à porter leur fardeau. Mais ce soir-là, sous la pluie battante de Montmartre, j'ai décidé que le temps, c'était fini. Le temps des faveurs gratuites. Le temps des mensonges familiaux. J'ai commencé à facturer, et Dieu sait si la note grimpe vite quand on creuse dans les secrets pourris d'une lignée. La première fois qu'ils m'ont imposé leurs enfants, c'était un vendredi soir d'automne 2018, dans l'appartement étouffant de ma sœur Émilie, au cœur du Marais. Les feuilles mortes collaient aux semelles sur les pavés humides de la rue des Rosiers, et l'air portait l'odeur âcre des fritures juives mêlée à celle des croissants brûlés des boulangeries voisines. Émilie, avec son tailleur Chanel impeccablement repassé, m'avait appelé à 18 heures précises. « Claire, chérie, un imprévu au bureau. Peux-tu venir? Tu es si disponible, sans mari, sans enfant. » Sa voix, ce miel sirupeux teinté d'un accent parisien fin, qu'elle avait poli à Sorbonne pour épater les bourgeois. J'avais 32 ans, un petit studio sous les toits de Belleville, un job de correctrice freelance qui payait à peine le loyer, et une solitude que j'embrassais comme une amante rebelle. Célibataire par choix, disais-je aux amis lors des apéros au canal Saint-Martin, mais la vérité était plus laide. Un ex qui m'avait laissé avec des cicatrices invisibles, et une famille qui me traitait comme un meuble utile. Bien sûr, Émilie, avais-je répondu, parce que refuser, c'était trahir le sang. Le sang français, ce lien sacré qu'on nous serine depuis l'enfance, avec ses dîners de Noël à la campagne normande où papa récitait Victor Hugo entre 2 verres de Calvados. Les enfants, Louise, 6 ans, et Théo, 4 ans, étaient des tornades blondes, des petits monstres aux yeux bleus hérités de leur père, Marc. Marc, l'avocat aux tempes grisonnantes, avec son sourire de requin et ses costumes sur mesure. Il m'avait serré la main ce soir-là, en partant pour une réunion urgente, ses doigts trop chauds sur ma peau. « Merci, Claire. Tu sauves notre soirée. On te rembourse le métro. » J'avais ri, forcé, parce que non, jamais. Les familles ne facturent pas les familles. C'est ce qu'on m'avait appris. La nuit s'était étirée en un calvaire. Louise hurlant pour un conte de fées, Théo vomissant son dîner sur le tapis perçant d'Émilie, et moi, essuyant, berçant, chantant des berceuses que maman me susurrait autrefois dans notre maison de Rouen. À 2 heures du matin, quand ils étaient rentrés, hilars, sentant le vin et le parfum bon marché d'une autre, j'avais souri. « Tout va bien ?» avait demandé Émilie, en jetant son manteau sur le canapé. « Parfait. » avais-je menti, les yeux piquants de fatigue. Marc m'avait glissé un billet de 20 € dans la main, comme à une serveuse. « Pour tes peines. » J'avais rougi, mais gardé l'argent. Le premier mensonge de ma révolte. Les semaines suivantes, cela devint routine. Vendredi, samedi, parfois des dimanches pluvieux où Paris se noie sous des trompes d'eau, transformant la Seine en un serpent noir et furieux. « Tu es notre bouée de sauvetage, Claire », disait Émilie au téléphone, sa voix un fil barbelé. Elle montait en grade chez L'Oréal, visait le conseil d'administration. Marc gérait des divorces juteux pour des célébrités du cinéma français. Eux, l'élite montante, moi, la ratée sans alliance. Les enfants m'appelaient « tata gratuite », riant de leur innocence cruelle. Je les aimais, pourtant. Louise avec ses dessins maladroits de la Tour Eiffel, Théo avec ses questions sur les étoiles qu'il pointait du doigt depuis le balcon. Mais les fissures apparurent un soir de novembre, lors d'un babysitting prolongé. Ils étaient partis pour un gala à l'Opéra Garnier, Émilie en robe rouge sang, Marc en smoking qui puait l'ego. À minuit, le téléphone sonna. Pas eux, mais la police. « Mademoiselle Duval, votre sœur a eu un accident mineur. Rien de grave, mais... » Mon cœur s'emballa. Les enfants pleuraient déjà, sentant l'orage. J'appelai un taxi, 50 € que je n'avais pas, et nous filâmes à l'hôpital Saint-Louis, sous la lune pâle qui illuminait les boulevards déserts. Émilie n'avait rien, une éraflure au genou, un verre de trop. Marc, lui, était absent. « Où est-il » demandai-je, la voix tremblante. Elle haussa les épaules, allumant une cigarette blonde malgré l'interdiction. « Avec un client, je suppose. »« Ne t'inquiète pas. » Mais ses yeux verts comme les miens, héritage de maman au fuyet. Dans la chambre stérile, entourée d'écrans bipants, elle murmura. « Claire,
promets-moi de ne jamais les abandonner, les gosses. Si quelque chose m'arrive. Je promis, idiote que j'étais. Ce fut la première fois que je sentis le poids, pas des enfants, mais du secret qu'elle y glissait. De retour à l'appartement, en les bordant, je trouvai sous le lit de Louise un cahier d'école taché de larmes. Dessin d'un homme aux cornes, avec le nom « Papa le méchant ». Mon estomac se noua. Théo, dans son sommeil, marmonna « Tata, papa fait mal à maman la nuit ». Je l'ai serré contre moi, le cœur cognant comme un tambour de la Révolution. Était-ce un jeu d'enfant? Ou le premier fil d'une toile d'araignée familiale? Les babysittings s'enchaînèrent, et avec eux, les factures imaginaires que je tenais dans ma tête. 15 € l'heure, pensais-je, en frottant les épaules endolories par les sacs allongés. 20 si c'était la nuit. Mais je ne disais rien. Pas encore. Paris, avec ses cafés enfumés et ses librairies sombres du quartier latin, devint mon confessionnal silencieux. Je lisais Camus au Luxembourg, L'étranger, et me voyais en meursault, indifférente au verdict du monde. Mais au fond, la rage couvait, comme un feu sous la cendre volcanique du Puy de Dôme, là où papa nous emmenait enfants. Un soir de décembre, sous les guirlandes scintillantes des Champs-Élysées, Émilie m'appela en pleurs. « Viens tout de suite. Marc, il y a eu une scène. » J'arrivai en trombe, trouvant la maison sens dessus-dessous, verre brisé, un vase Ming en miettes, héritage de grand-mère. Les enfants, terrés dans leur chambre, chantaient pour couvrir les cris. Marc, le visage tuméfié, hurlait « C'est ta sœur qui exagère. » Toujours à fouiner. Émilie, le nez en sang, me supplia « Garde-les ce soir. Et ne dis rien à personne. » Je pris les enfants, les emmenai chez moi à Belleville, dans mon studio exigu où l'odeur de peinture fraîche masquait à peine la moisissure. Là, entre deux câlins forcés, Louis chuchota « Papa frappe maman parce qu'elle sait pour l'autre dame. » Théo hocha la tête, suçant son pouce. J'appelai Émilie. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Silence, puis « Rien que tu puisses comprendre. Tu es seule, Claire. Tu ne sais pas ce que c'est, une famille. » Ces mots me transpercèrent comme une lame de guillotine. Seul. Le mot poison. Je raccrochai, et pour la première fois, je facturai mentalement 100 € pour cette nuit de mensonges. Les fêtes approchèrent, et avec elles, le premier craquement majeur. Noël à Rouen, dans la maison familiale au volet vert écaillé, où le vent de la Seine hurle comme un fantôme. Papa était mort 5 ans plus tôt, un accident de voiture sur la route de Deauville, ivre, disait-il. Mais je savais, il avait découvert les dettes de Marc, ses emprunts occultes pour financer les vices de mon beau-frère. Émilie avait nié, juré que c'était un malentendu. Papa était fragile, avait-elle dit à l'enterrement, sous la pluie normande qui fouettait les tombes du cimetière Saint-Maclou. Ce Noël-là, autour de la table chargée de foie gras et de bûches de Noël, Marc porta un toast à Claire, notre ange gardien. Sans elle, on ne pourrait pas profiter de ces moments. Ryer's Forces. Les enfants, excités par les jouets sous le sapin, couraient partout. Mais plus tard, dans la cuisine glacée, Émilie me coinça. « Écoute, on a un problème financier. Marc a perdu un gros client. Peux-tu prêter 2000 €? Juste le temps. » Irefusai. Parlement. Je n'en ai pas. Mensonge. J'en avais, économisé goutte à goutte. Mais ce fut le début, leurs yeux sur moi changèrent. De gratitude feinte à suspicion. La nouvelle année apporta la tempête. Un appel à 3 heures du matin, les enfants. Une urgence. Je fonçai, trouvant Marc ivre, Émilie hystérique. Il l'avait frappé, encore. C'est la faute de l'alcool, gémit-elle. Je pris les gosses, les installai dans mon lit, et passai la nuit à veiller, écoutant leur ronflement léger. Au matin, en les ramenant, je vis les bleus sur les bras d'Émilie. « Va voir un médecin, » dis-je. Elle rit, amère. « Et qui gardera les enfants? Toi, bien sûr. » C'est alors que je décidai. Pas de meurtre, pas encore. Juste la facturation. Le soir suivant, quand elle m'appela pour un énième babysitting, je répondis « Avec plaisir. 25 € de l'heure. » Silence. Puis « Quoi? Tu plaisantes? » Non. Je ne plaisantais pas. La facture était lancée, et avec elle, la vengeance. Mais je ne savais pas encore à quel point les secrets de cette famille étaient profonds, comme les catacombes sous Paris, grouillantes de squelettes. La facturation débuta modestement, comme un murmure dans le tumulte des boulevards parisiens. Ce premier soir, après avoir déposé les enfants endormis, Louise serrant son ours en peluche usée, Théo bavant sur mon épaule, Émilie m'attendait dans le salon, les bras croisés, son visage un masque de porcelaine fêlée. 25 €?
Sérieusement, Claire? On est de la famille. Sa voix, ce soprano cultivé qu'elle affectionnait pour les dîners mondains, craquelait maintenant comme du verre sous la pression. Marc, affalé dans son fauteuil Voltaire, leva un sourcil, un verre de cognac à la main. C'est une blague, hein? Je restai debout, le dos droit, sentant la fatigue des nuits volées peser sur mes paupières. Non. C'est le tarif standard pour une babysitter qualifiée. Et je le suis, diplôme en psycho-enfantine, année d'expérience gratuite grâce à vous. Les mots sortirent froids, ciselés comme les gargouilles de Notre-Dame. Émilie pâlit, ses lèvres se pinçant en une ligne rouge. Grâce à nous, tu veux dire, grâce à l'amour fraternel. Amour. Le mot me fit rire, un gloussement sec qui résonna dans la pièce au mur tapissé de soie crème. L'amour ne paie pas les factures, Émilie. Et les miennes s'accumulent. Marc se leva, posant son verre avec un claquement délibéré. Grand, imposant, avec cette aura d'avocat qui intimide les juges de province, il s'approcha, trop près. Écoute, petite sœur. On traverse une période difficile. Les affaires. Il hésita, jetant un regard à Émilie, qui hocha la tête imperceptiblement. On paiera, d'accord? Mais pas ce soir. Je sortis mon téléphone, ouvris une app de virement bancaire. Simple, moderne, impitoyable. Maintenant. Ou pas de babysitting la prochaine fois. Ils payèrent. 75 € pour 3 heures. Je sentis un frisson, pas de joie, mais de pouvoir retrouver, comme si j'avais arraché une dent pourrie de ma propre chair. Les jours suivants furent un balai de silence tendu. Émilie m'envoyait des messages laconiques. Besoin ce vendredi? On paie d'avance. Je répondais oui, fixais le tarif à 30 € et empochais. Paris, indifférente, continuait son ronron. Les vendeurs de marrons chauds criant sous la pluie fine de la place Vendôme, les couples enlacés sur les bancs du jardin des Tuileries. Moi, je marchais plus droite, achetais un café crème aux fleurs sans culpabilité, lisais Ola dans le métro bondé, Germinal, pour me rappeler que la révolte des opprimés finit toujours par l'incendie. Mais la famille, cette hydre aux multiples têtes, contre-attaqua subtilement. Lors d'un déjeuner dominical à la closerie des Lilas, leur concession à la tradition, payée de leurs poches gonflées, maman, notre mère, veuve éplorée vivant à Versailles dans une maison trop grande, me prit à part. Claire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de facture? Émilie est effondrée. Tu brises le lien sacré. Ses yeux, voilés par les ans et les pilules, me suppliaient. Je lui racontais tout, les nuits volées, les bleus cachés, les murmures des enfants. Elle balaya d'un geste, exagération. Marc est un bon père. Et toi? Tu es amère parce que seul. Seul, encore. Le mot fouet. Ce soir-là, en babysitant, je fouillais. Pas par malice, mais par nécessité. Dans le bureau de Marc, derrière un faux tome de Les liaisons dangereuses sur l'étagère, un tiroir verrouillé. J'avais la clé, volée à Louise, qui jouait avec. Dedans, des relevés bancaires, des transferts suspects vers un compte offshore à Genève. Des milliers d'euros, siphonnés de clients vulnérables. Et une lettre, froissée. Marc, si tu ne paies pas, je parle de l'accident de Rouen. Signé, un nom inconnu, Pierre Lemoine. Mon sang se glaça. Pas. L'accident n'en était pas un. Marc l'avait poussé, ou payé pour qu'il le soit. Émilie savait, la lettre était adressée aux deux. Ils avaient couvert, hérités de la maison normande, continué leur vie de façade. J'aurais dû hurler, appeler la police. Au lieu, je rangeai la lettre, pris une photo avec mon téléphone et facturai 50 € pour cette nuit spéciale. La trahison n'était plus domestique. Elle était criminelle, un meurtre familial enterré sous les rosiers du jardin de Rouen. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de double jeu. Émilie, sentant le vent tourner, devint mielleuse, invitation à des vernissages au Louvre, cadeau, un foulard Hermès que je n'usais jamais. On est sœurs, Claire. Oublie l'argent. Mais l'argent était mon armure. Je montais à 40 € l'heure, empoché pour les nuits où Marc rentrait saoul, Émilie feignant le sommeil. Les enfants, eux, s'attachaient. Louise me confiait ses peurs. Papa dit que Tata est méchante parce qu'elle veut de l'argent. Théo dessinait des familles heureuses où j'étais la reine. Un soir de février, sous la neige rare qui saupoudre Paris comme du sucre-glace, la première confrontation éclata. Ils étaient partis pour un week-end à Deauville, ironie du sort, là où papa était mort. Appel à 22 h, problème de train. Peux-tu les garder 2 jours? Tarif, 500 €. Ils acceptèrent, rageurs. Mais le lendemain, Marc débarqua chez moi, sans prévenir. Où est la lettre? Gronda-t-il, me plaquant contre le mur de mon studio. Ses mains,
Ses mains d'avocat qui avaient forgé des contrats piégés serraient mon poignet. Quoi? Feignit-je. Il fouilla, trouva mon téléphone, vit la photo. Salope. Tu vas regretter. Il partit, mais pas sans me gifler. Un revers sec qui fit saigner ma lèvre. J'appelai Émilie. Ton mari vient de me frapper. Silence, puis, il est stressé. Laisse tomber. Laisse tomber. Comme papa. Cette nuit-là, seul avec les enfants qui dormaient sur mon matelas gonflable, je pleurais pour la première fois depuis des années. Pas de douleur physique, mais de la perte. La famille n'était qu'un mirage, un château de cartes bâti sur du sang. La facturation devint arme. J'ai envoyé une facture formelle, 2000 € pour les mois passés, plus intérêt, pour retard. Émilie paya, mais avec une note jointe, c'est la fin, Claire. Ne reviens plus. Fin? Non. C'était le début. Je contactai un avocat. Pas Marc, bien sûr, mais un vieux loup du palais de justice, ami de papa. Preuve? Demandai-je. Il rit. En France, la famille protège ses monstres. Mais avec ça. Il tapota la photo. Le piège se resserrait. Printemps arriva, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine, mais pour moi, c'était l'hiver de l'âme. Les enfants me manquaient, leur rire comme un écho perdu. Émilie cessa les appels, mais maman, manipulée, m'en voulait. Tu as brisé le cœur de ta sœur. Lors d'une visite à Versailles, dans le salon aux bergères Louis XV, elle avoua « Marc nous a aidés après la mort de ton père. Il a réglé les dettes. » Dettes causées par lui. Je partis sans un mot, le cœur un nœud gordien. Puis, le twist mineur, une lettre anonyme chez moi. Tu sais pour Rouen. Arrête, ou les enfants paieront. Signé d'une initiale, et ma sœur. La mienne. La trahison s'enracinait, et ma vengeance, elle, germait comme une fleur vénéneuse dans les jardins du Luxembourg. Avril 2020, Paris sous le lockdown, une prison dorée aux fenêtres barricadées de masques et de peur. La pandémie s'abattit comme une guillotine invisible, coupant les rues, les cafés, les mensonges faciles. Émilie et Marc, coincés dans leur appartement du Marais avec les enfants, appelèrent pour la première fois depuis des mois. Claire, on crack. Les gosses. On a besoin d'aide. Juste une semaine. Leur voix, brisée par l'isolement, portait l'odeur de la défaite. Je facturai 1000 € et arrivai avec un sac rempli de livres pour enfants, Le Petit Prince, pour leur rappeler que l'essentiel est invisible, mais que les monstres, eux, se voient dans le noir. Les jours suivants furent un huis clos étouffant. L'appartement, avec ses moulures haussmanniennes et ses tableaux abstraits achetés aux enchères de Drouot, devint une arène. Marc travaillait à distance, hurlant au téléphone sur des clients ruinés par le virus. Émilie, en télétravail, fixait son écran comme une icône païenne. Les enfants, pâles de confinement, s'accrochaient à moi. Jeux de société sur le tapis, promenades masquées dans la cour intérieure, contes improvisés sur des héros qui vainquent les ombres. Mais la nuit, quand tous dormaient, je veillais. Et j'écoutais. Les murs parisiens sont minces, tissés de secrets comme les confidences au confessionnal de Saint-Sulpice. Une nuit, des voix. Marc, rauque d'alcool. Si Claire parle de Rouen, on est foutu. La lettre, Émilie. Où est-elle? Elle, sifflante, je l'ai brûlée. Mais elle sait. Et les gosses. Théo a dessiné l'accident l'autre jour. Silence, puis un bruit sourd, une claque. Tu gères tes merdes, toi. Moi, je gère la sœur. Guiroy. Comme un dossier judiciaire. Je serrai les poings sous les draps, imaginant la lame. Le lendemain, Émilie me coinça dans la cuisine, pendant que je préparais des crêpes. Ironie, pour la Chandeleur en retard. Claire, soyons honnêtes. Papa. Ce n'était pas Marc. C'était un suicide. Il était déprimé. Mensonge. La lettre disait autrement. Et la dette? Pressai-je. Elle détourna le regard, vers la fenêtre où la Seine coulait grise. Marc ajuste. Aider à couvrir. Pour nous protéger. Protéger. De la vérité. Je ris, doucement. Comme vous me protégez en me faisant babysitter gratuite? Facture en attente, 500 € pour cette semaine. Elle paya, les yeux humides. Tu changes, Claire. Tu deviens froide. Froide. Comme le marbre des tombes au Père-Lachaise, où papa reposait sous une stèle anonyme. Ce soir-là, je sortis en douce, laissant les enfants à leur sieste. Direction, les archives de Rouen, via un contact, un cousin éloigné, bibliothécaire à la mairie. Masque sur le nez, train fantôme sous le ciel plombé de la Normandie. Les documents, rapport d'accident falsifié, témoins payés.
Et une note manuscrite, Pierre Duval éliminé. Facture réglée. Signé Monsieur L. Marc Lemoine? Non, Marc Duval, mon beau-frère. La preuve. Irréfutable. De retour à Paris, le confinement allégeait, mais ma cage se resserrait. Maman appela, reviens à Versailles. On parle. Je fus. Dans le jardin aux rosiers fanés, sous le regard indifférent des statues de marbre, elle avoua, j'ai su pour l'accident. Marc m'a dit que c'était ta faute. Tu avais disputé papa la veille. Moi? La dispute. Un appel anodin sur mes échecs amoureux. Mais elle y avait cru. Tu étais jalouse d'Émilie. Tu l'as poussée au bord. Jalouse. Le mot empoisonné. Je hurlai, c'était un meurtre. Elle pleura, non, un accident. Et maintenant, tu nous détruis tous avec tes factures. La facturation escalada. 2000 € pour le mois de mai, quand ils partirent en vacances à la campagne, Deauville, encore. Je gardai les enfants 2 semaines, les emmenai à Versailles, chez maman, qui les gâtait de gâteaux et de mensonges. Louise, grandissant trop vite, me demanda « Tata, pourquoi papa déteste maman ?» Je répondis « Parce qu'il cache des ombres. » Théo, lui, trouva la lettre dans mon sac, la copie que j'avais faite. C'est quoi, Rouen? Innocence brisée. Le point de non-retour, juin, réouverture des terrasses. Émilie organisa un dîner réconciliateur au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire jadis conspira. Autour de la table cirée, sous les portraits jaunis, Marc leva son verre, à la famille. Oublions les dettes. Mais ses yeux, froids comme la Loire en hiver, me fixaient. Après le dessert, baba au rhum, lourd comme le remords, il me glissa. Si tu parles, les enfants perdront leur tata. J'ai des amis au parquet. Menace. Claire. Cette nuit-là, babysitting impromptu, un imprévu à l'opéra, je gagne Titaille. Non, pas encore. Mais le destin frappa. En fouillant à nouveau, je trouvai des photos. Pas innocentes. Marc avec une adolescente, des messages explicites. Pedophilie. Le monstre. Émilie savait, des emails partagés. Ils couvraient mutuellement, comme pour papa. La rage me submergea. Je facturai 5000 € et joignis une copie des photos, paiement ou police. Ils payèrent. Mais Émilie vint chez moi, seule, sous l'orage qui lacérait le ciel de Belleville. C'est faux. Montage. Clair, pour les enfants. Pleurnicherie. Je la giflai, premier geste de violence de ma part. Tu as laissé papa mourir pour ça. Elle s'effondra, il le méritait. Il buvait, il nous battait. Nouveau mensonge, twist, papa n'était pas la victime pure. Il avait ses démons. Mais Marc l'avait achevé. Le silence familial s'alourdit. Je devins le fantôme, appels ignorés, invitations rétractées. Mais les enfants, via des messages vocaux volés, suppliaient « Reviens, tata ». Et moi, je gantis. En gardant le silence sur les photos, je protégeais les innocents, mais condamnais le monde. La facture montait, et avec elle, le plan, non plus argent, mais justice. Sombre, française, impitoyable. Juillet 2022, Paris suffocante sous la canicule, l'air ondulant comme un mirage au-dessus de l'asphalte fondu des Invalides. 2 ans de facturation m'avaient enrichi. 20 000 € en poche, un compte épargne qui grossissait comme une tumeur, mais appauvrit l'âme. Émilie et Marc, minés par les scandales rampants, un client qui portait plainte pour fraude, appelaient moins. Mais quand il le faisait, c'était désespéré. Les enfants ont besoin de toi. 200 € l'heure, d'accord. J'acceptais, montais à 300, et venais. Pas pour l'argent, maintenant, mais pour creuser. Les enfants avaient changé. Louise, 8 ans, lisait Sartre en cachette. La nausée, trouvée dans ma bibliothèque lors d'une garde. « Tata, pourquoi tout est absurde ?» demandait-elle, ses yeux verts trop sages. Théo, 6 ans, dessinait des couteaux, des familles en sang. C'est papa qui apprend. Apprendre. Marc les éduquait, à la dure, claque pour un verre renversé, ceinturon pour un mensonge. Émilie fermait les yeux, noyée dans le vin rosé de Provence. Lors d'une nuit étouffante, en les bordant, Louise murmura « On s'enfuira avec toi, tata. Papa dit que tu es riche maintenant, grâce à nous. » Riche. Irony. L'argent n'effaçait pas Rouen, ni les photos que j'avais copiées, envoyées anonymement à un journaliste de Le Monde, pas assez pour publier, mais pour titiller. Mark Paniquate, Audits Interns, Newts Blanches. Il me confronta un soir, après un babysitting,
dans l'escalier sombre de leur immeuble. C'est toi, les fuites? Espèce de pute jalouse. Sa main s'abattit, mais je l'esquivai, le poussant contre le mur. Jealous? De votre tombe. Il rit, jaune. Ton père était un ivrogne. Il s'est suicidé. Fin de l'histoire. Mais ses yeux trahissaient, peur. Le plan se forma dans les brumes matinales du canal de l'Ourcq, où je courais pour évacuer la haine. Pas la police, trop propre, trop lent. La vengeance française, théâtrale, comme une pièce de Racine, pleine de poison et de poignards. J'approchais les enfants, subtilement. Conte où la tante vint le dragon, jeu où l'on cache des trésors, en réalité, des enregistreurs minuscules. Louise, complice innocente, glissa un dans la poche de Marc. Enregistrement, aveu sur papa, j'ai payé le garagiste pour saboter les freins. Sur les photos, c'était une erreur, mais Émilie a effacé les preuves. Émilie l'a pris. Elle débarqua chez moi un après-midi doux, trempé de sueur, son maquillage coulant comme des larmes noires. « Qu'est-ce que tu fais à mes enfants » hurla-t-elle. Je jouais l'innocente, je les protège. Comme tu n'as jamais su. Elle s'effondra sur mon canapé défoncé, sanglotant. Marc me bat, Claire. Mais c'est pour le bien de la famille. Et papa. Il nous a volés, avant. Vols? Flashback. Papa, endetté par un amant de maman, avait détourné des fonds familiaux. Marc l'avait aidé à mourir pour récupérer. Fratrie maudite. Rejoins-nous, implora-t-elle. On partage. Oublie les factures. Partager le crime? Non. Je la mis dehors, mais pas sans lui glisser une facture finale, 10 000 € ou les enregistrements au procureur. Elle paya, vendant un collier de maman. La fracture était totale. Septembre, rentrée sous un ciel d'ardoise. Les enfants, en école privée du 16e, excellaient, grâce à mes leçons volées. Mais Marc, ruiné par les procès naissants, sombra. Un soir, appel paniqué, garde-les. Je pars en voyage d'affaires. Voyage, fuite à Bruxelles, soupçonné jeu. Je vins, trouver l'appartement vide de meubles, saisie imminente. Émilie, hystérique, aide-nous. Je facturai 5 000 et restai. Cette nuit, le dragon frappa. Marc rentra ivre, furieux. C'est ta faute. Il me saisit à la gorge, contre le frigo. Les enfants crièrent. Émilie hésita, puis, lâche-la, Marc. Il lâcha, mais pas sans promettre. Tu paieras, Claire. Comme ton père. Le lendemain, twist, police chez moi. Accusation, diffamation, harcèlement. Marc avait porté plainte, fabriqué des preuves, texto truqué où je menace la famille. Gan titaille, non moi, mais les innocents. Les enfants, interrogés, dirent « Tata est gentille ». Mais le juge, ami de Marc, ordonna une enquête. Ma vie s'effondra, job perdu, studio perquisitionné. Pourtant, dans l'ombre, je forgeai. Contacter Pierre Lemoine, le vrai, un ex-collègue de papa, vivant à Lyon. Marc a tué pour l'argent, confirma-t-il. Preuve, chèques anciens. La vengeance culmina en octobre, lors d'un dîner familial forcé à Versailles, maman insistante. Autour de la table, sous les chandeliers, je jouais la carte, à la vérité. Puis, via une app, diffuser les enregistrements sur les phones de tous. Cri de Marc, c'est monté. Emilie, blême, Claire, non. Maman est Chaos. Marc fuit, Émilie supplia, pour les gosses. Je pris les enfants cette nuit-là, facturant le silence, 0 €. Mais au fond, la lame aiguisée attendait le retour du dragon. Novembre 2025, Paris en deuil sous un ciel bas, comme si la ville pleurait ses péchés. 5 ans de facturation, de secrets exhumés, m'avaient transformé en spectre, maigre, yeux creux, mais armé. Marc, traqué par la justice, arrestation pour fraude, enquête pour meurtre et abus, s'était terré à Deauville, dans la maison héritée. Émilie, divorcée de fait, vivait avec maman à Versailles, soignant ses plaies avec du laudanum moderne, thérapie et vin. Les enfants, placés temporairement chez moi par un juge compatissant, apportaient une lumière fragile à mon studio. Rire forcé, dessin de famille recomposé. La facture ultime, pas d'argent, mais confrontation. J'emmenais les gosses en Normandie, sous prétexte de vacances. Deauville, avec ses planches balayées par le vent salé, ses casinos hantés par les fantômes de Coco Chanel. Marc nous y attendait, averti par un indique familial. Hôtel du front de mer, chambre aux rideaux lourds. Claire,
grogna-t-il en ouvrant, revolver à la main, illégal, mais pour un avocat déchu, les règles plient. Les enfants hurlèrent, se cachèrent derrière moi. « Papa !» cria Louise. Il ricana. « Venez, mes trésors. Tata est une menteuse. » Le climax. Dans la cuisine de l'hôtel, sous la lune qui saignait sur la Manche, il me visa. « Finissons ça. » Comme Rouen. Émilie, arrivée par train express, alertée par maman, fit irruption. Marc, non. Twist, elle tenait un couteau, pas pour moi, mais pour lui. Tu as tué mon père. Notre père. Aveu. Mais Marc, vif, la désarma, la frappant au sol. Les enfants pleuraient. Moi, j'attrapais le couteau tombé et frappais. Une fois, dans le flanc. Sang sur le carrelage blanc, odeur métallique comme à la boucherie de Belleville. Il s'effondra, gargouillant. Émilie. Dis-leur. Elle, à genoux dans la mare, c'était nous deux. Pour l'argent. Papa savait tout. Double trahison, elle, complice dès le début. J'avais gagne titaille non seulement pour papa, mais pour elle, en gardant le silence, en protégeant les enfants d'un vide maternel. La police arriva, appel anonyme de moi, avant. Menottes pour tous, Marc agonisant, Émilie hurlante, moi calme, tenant les gosses. Au tribunal de Rouen, l'hiver 2026, le procès divisa la France. Le Canard enchaîné titra La vengeance des sœurs, justice ou meurtre. Les féministes pleuraient pour Émilie, battue, les conservateurs pour la famille brisée. Moi, accusé de meurtre, plaidé légitime défense. Preuve, enregistrement, lettre. Twist final, les enfants témoignèrent, Tata nous a sauvés. Mais Émilie, en cellule, envoya une lettre, tu as gagné. Mais les factures. Tu les paieras en solitude. Verdict, acquittement. Héroïne pour certains, monstre pour d'autres. Les enfants, adoptés par moi légalement, grandissent à Paris. Louise lit Baudelaire. Théo joue au foot sur les quais. Maman, brisée, vie recluse. Émilie, libérée sous caution, disparue en Corse. Fin heureuse. Biquet. Les lecteurs jugeront. Paris m'a vu renaître des cendres. Célibataire toujours, mais libre. Et si on m'appelle pour babysitter? Yefekchar. Double.